Dans la contrainte de temps et en même temps la souplesse et l'agilité que m'offre Dominique, nous avons une petite demi-heure où je vais vous donner un certain nombre de points de repère. J'ai prévu dans un premier temps de vous donner quelques échos de mon parcours sur le chemin du don. Ensuite, d'avoir un peu une vision macro sur, on va dire, des questions un peu de modèle économique autour du don. Et puis, ce qui va m'intéresser encore plus, c'est de cette expérience initiatrice du don, c'est finalement quelles sont les postures clés qui sont à traverser, à rencontrer de nous-mêmes lorsqu'on est sur ce chemin du don. Voilà, et puis après, il y aura ce temps d'échange que Dominique sera animé entre nous. Voilà, pour donner quelques petits points de repère, donc moi je me définis comme à la fois entrepreneur en ressources humaines et innovation sociale, et puis à la fois comme étant un entre-donneur en poésie. Voilà, mon parcours, pour faire court, c'est un parcours de DRH plutôt grand groupe industriel quand j'étais salarié, suivi il y a 18 ans quand j'ai créé mon entreprise de prestations ressources humaines en tant que DRH à temps partagé dans les PME essentiellement et très vite sur des projets territoriaux. Et puis en 2013, j'ai commencé à opérer un certain nombre de ruptures dans ma vie, ou en tout cas de choix radicaux. Premièrement dans la sphère familiale, après 20 ans de mariage, père de 4 enfants et toute la joie qui s'accompagne, j'ai choisi de pouvoir inaugurer un sentier de vie qui était beaucoup plus en écho avec qui je suis, en profondeur. Et puis, 3 mois après cette décision conjointe de me séparer avec mon ex-femme, j'ai licencié tous mes collaborateurs de l'époque. Nous étions 5 collaborateurs. Parce que d'une part, le modèle économique et d'autre part, mes propres réflexions sur le monde et son évolution n'étaient plus en cohérence avec ce que je portais. J'avais l'impression, pour le résumer, que même avec tout le cœur que j'apportais pour accompagner la dimension humaine dans les entreprises, j'avais l'impression de mettre un pansement sur une jambe de bois et puis de réparer des blessés de la vie de tous les jours économique et les renvoyer sur le front, mais avec beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés malgré tout. Voilà. Et puis j'ai commencé ensuite à cheminer, à réfléchir, à revisiter beaucoup de choses. C'est passé pour moi un événement marquant que j'ai vécu comme citoyen lambda. Donc, je n'étais pas sur les événements, mais c'était le Bataclan, donc le 13 novembre 2015. Le Bataclan était pour moi une espèce de coup de tonnerre ou un mouvement sismique à l'intérieur de moi qui m'a fait prendre conscience que d'une part, la bascule, je vais l'appeler comme ça, la bascule du monde pouvait peut-être se passer beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé dans ma tête et que d'autre part, c'était peut-être pas forcément aussi du bon côté que les forces allaient bouger. En tout cas, il y a une prise de conscience pour moi qui s'est manifestée par un double cri à l'intérieur de moi. Le premier qui était de dire arrête de faire semblant d'aimer, c'est-à-dire c'est chouette toute la cosmétique que tu mets à travers ton métier de ressources humaines, etc. Mais il y a une puissance d'amour qui reste très canalisée et qui ne s'exprime pas complètement dans ton métier. Et puis un deuxième cri du coup, et qui est presque une mission de vie ou un appel pour moi, c'est un appel à déverser cette puissance d'amour, à déverser cette tendresse, je parle beaucoup de tendresse, à le déverser sur le monde avec les mots. Voilà, et c'est comme ça que je suis devenu poète. J'ai envie de dire presque malgré moi ou à ma grande surprise. Je n'avais jamais plus que ça écrit auparavant, à part quelques petits mots quand j'étais jeune. En tout cas, donc, 2015, il y a cette prise de conscience et ce mouvement intérieur qui me fait quitter ou prendre conscience en tout cas de cette puissance de tendresse que je voulais déverser. Un an s'est écoulé et puis un an après, j'ai fait un choix assez radical qui était un double choix qui allait l'un avec l'autre. Le premier, c'est de dire je vais consacrer entre 50 et 80% de ma vie professionnelle à l'écriture parce que j'ai quelque chose à vivre et à donner à travers l'écriture. Et puis, je vais également vivre cette dimension et cette nouvelle activité d'écriture dans les logiques de l'économie du don. Alors, l'économie du don, c'est en fait pour moi une rencontre avec Jean-François Noubel, que peut-être certains connaissent, que j'ai eu la chance de rencontrer et partager des temps avec lui, et qui est un homme qui m'a beaucoup inspiré, pas seulement sur sa dimension spirituelle, même si c'était aussi ça qui m'inspire chez lui, mais aussi par rapport à son témoignage personnel sur l'économie du don. Et donc voilà, j'ai fait cette espèce de grand saut dans le vide.
parce que vous l'imaginez, basculer dans 50 à 80% de son temps dans l'écriture et dans la logique de don quand on est père de 4 enfants, quand on est avec, j'ai envie de dire, un certain nombre d'obligations, je mets ce mot entre guillemets, ça représente à la fois un risque, à la fois une audace et puis à la fois un chemin merveilleux. Alors, ce chemin merveilleux, avant de le faire, et peut-être pour du coup vous situer les petits pas qui ont précédé et qui ont accompagné cette décision radicale. Les petits pas, c'est vraiment des choses très très basiques, très accessibles, et qui ont participé de, j'ai envie de dire, cette forme de libération que j'ai connue par rapport à cette question de l'argent globalement, mais en fait c'est une question qui est bien plus large que l'argent. Les premiers petits pas, c'était pour moi, par exemple, d'arrêter de faire mes comptes. Alors, c'est tout bête. J'étais un pro du tableau Excel et des tableaux croisés dynamiques avec des notions de budget à respecter par rapport à des postes de loisirs, de dépenses X, Y, Z, machin, etc. Et tous les mois, je me calais sur est-ce que je suis bien à l'objectif, etc. Et vraiment, j'étais très doué là-dessus et puis très doué pour passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Et en fait, cette simple décision de dire j'arrête de me prendre la tête ou j'arrête de consacrer l'énergie ou j'arrête de voilà, dépenser une partie de moi dans des questions qui sont liées à l'argent et se passera ce qui se passera sur l'argent. Je fais confiance. Donc, c'était un premier postulat de confiance, mais vous verrez que la confiance, c'est au cœur de la question du dos. Voilà, donc ça c'est un petit geste très basique. Un deuxième petit geste très basique, c'était de dire, j'avais pas grand-chose sur mon compte, hein, on vient de se séparer avec mon ex-femme, mais voilà, j'ai décidé de lui donner la moitié de ce que j'avais sur mon compte. Alors, comme j'avais pas grand-chose, c'était pas grand-chose, mais en même temps, ça reste 50% quand même, quelque chose qui était signifiant pour moi. Ça a été des choix de vie. Alors, je suis passé d'une grande maison de notables établis de 350 mètres carrés et plus dans voilà, une petite maison au bord de Zup de 80 mètres carrés. Donc, j'ai appris quelque chose de l'ordre de la sobriété heureuse que notre ami Pierre Rabhi peut aussi nous inspirer. Et avec beaucoup de joie, c'est-à-dire qu'il y a aussi une posture d'allègement. C'est très léger quand tout à coup, on n'est plus propriétaire. J'ai fait le choix aussi d'être non plus propriétaire mais locataire. Voilà. Et de pouvoir respirer la légèreté, ça a été pour moi aussi un petit geste, un petit pas extrêmement formateur. Dans les petits pas aussi, à propos de cette maison, j'apprends un truc, c'est encore tout bête, hein, c'est juste pour vous montrer en fait que c'est une succession de petites choses toutes bêtes qui sont accessibles pour tout à chacun. J'ai décidé à un moment de ne plus fermer ma maison à clé. C'est tout bête, hein. Mais ne plus fermer ma maison à clé, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie là aussi une prise de conscience de qu'est-ce que je nourris comme énergie. Je crois qu'il n'y a qu'une seule énergie pour définir la vie, c'est l'énergie de l'amour, et que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et donc, c'est rentrer en conscience de tous ces petits gestes anodins du quotidien qui sont en fait en écho à des questions de peur, des logiques de peur et qui me font dépenser là aussi préoccupations, pensées, stratégies ou actions bénignes ou un peu plus importantes. Le simple fait de dire je ne m'occupe plus de ma maison si elle est ouverte ou si elle est fermée, c'est choisir radicalement de me libérer la tête de tout ça. Et ça veut dire aussi assumer une forme de risque et une forme de confiance du coup qui va avec, de pouvoir dire se passera ce qui se passera par rapport à ma maison. Alors, comme je me suis beaucoup allégé, j'ai envie de dire, j'ai plus grand-chose à craindre hein, par rapport à ça. Mais même si demain je suis volé, cambriolé, que sais-je, il y a quelque chose en moi, on verra hein, comment je vivrai si jamais je le vis, mais il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre de dire accepter ce qui est et déjà l'accepter dans une posture de don. Voilà, c'est-à-dire, quoi qu'il se passe, c'est OK pour moi si demain, parce que j'ai fait ce choix-là, j'étais dépossédé du peu que je possède et que du coup, il fallait que je me réinvente. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de dire je le donne déjà par avance, quel que soit le contexte qui est là. Voilà, j'apprends avec ma voiture. Mais j'avoue que des fois, quand la voiture, il y a des choses dedans, voilà, je suis encore un peu timide. Donc, je me rencontre encore. C'est un chemin de rencontre, et un chemin initiatique, j'ai envie de dire, pour pouvoir aller identifier chez moi des zones qui restent des zones de peur, essayer de les transmuter autant que faire se peut et sans violence avec moi en zone de confiance et en zone de don pour pouvoir cheminer avec tout ça.
Voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est que vivre dans le don sur cette activité de poésie et d'écriture? Concrètement, pour moi, ça veut dire je fais le choix d'offrir mes droits d'auteur. J'ai fait le choix, donc au début, je pensais que c'était juste mes droits d'auteur que j'allais offrir. Et puis au début, je m'étais dit, bon, c'est un peu comme les peuples premiers, quand ils avaient, dans les religions monothéistes, hein, ils offraient la première brebis ou les premières vendanges ou les premières moissons voilà, en sacrifice pour honorer ou en signe de gratitude. Donc je m'étais dit, voilà, mon premier livre, je vais offrir mes droits d'auteur. Et puis en fait, je me rends compte que le premier, il est toujours devant moi, c'est-à-dire que j'ai plutôt envie que ce ne soit pas seulement le premier, mais que toute mon écriture d'aujourd'hui puisse être dans cette posture de don. Et donc, mon premier livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Dialogue avec le printemps, qui est vraiment l'expression de cet appel du Bataclan que je vous relatais tout à l'heure, qui est de mettre de la tendresse à travers les mots et de pouvoir parler de cœur à cœur. Ce premier livre-là, en fait, je l'ai offert. Je l'offre au niveau des droits d'auteur. Et puis, j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle les éditions du Livre Don, pour à la fois l'offrir, le proposer pour ceux qui souhaitent le recevoir, et puis en même temps accueillir ceux qui préfèrent rester dans un schéma, qui est un schéma classique d'achat, et c'est OK aussi pour moi. Et puis derrière l'acte d'achat, il y a aussi beaucoup de personnes qui manifestent un souhait de soutien dans mon écriture, et donc je le reçois avec grand plaisir. Voilà. Et puis, mon postulat, c'est de vivre dans le don, c'est-à-dire de recevoir aussi des dons. Donc, j'ai été accompagné par des formules classiques de crowdfunding avec quelques dizaines d'amis qui sont venus m'accompagner dans ma vie. J'ai quelques parrains marraines qui m'accompagnent de façon plus régulière à travers voilà, un soutien financier régulier, mensuel, pour pouvoir me permettre de donner le temps à l'écriture. Et puis finalement, alors dans les faits aujourd'hui, j'ai envie de dire 95% de mes sources de revenus sont encore mes activités d'entrepreneur en ressources humaines et de prestations. Et donc, ce n'est qu'à la marge que les dons que je reçois peuvent financer mon temps. Et en même temps, tout a été renouvelé en moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même d'être dans une posture intérieure qui est la posture du don. Par rapport à mes activités de ressources humaines, d'abord, il y a un premier postulat qui est de pouvoir faire confiance. Ça fait depuis 7 ans que je ne fais plus aucune démarche de commerce. Ça fait depuis 7 ans que je ne me soucie plus de savoir si demain j'aurai une prestation, un client, un je sais pas quoi. Y compris avec la période récente du confinement où tout était à l'arrêt, j'ai une grande confiance qui m'est donnée, que je reçois, que je vis et qui est simple et légère du coup à vivre, à dire en ce moment j'ai moins de boulot et c'est OK, et demain je ne sais pas, et c'est OK aussi, et tout va bien, quoi. Voilà, donc il y a plus de préoccupation par rapport à cette question de manquer. Il y a une grande confiance par rapport à tout ça. Et puis même vis-à-vis de mes clients, j'introduis progressivement aussi des logiques de don, c'est-à-dire quelque chose qui dit, bon, on imagine qu'il y a une mission, on forfaitise la mission à X milliers d'euros sur un mois ou sur un an, et puis après je compte plus. Voilà, je compte plus le temps que je passe. J'ai arrêté là aussi mes timesheets ou mes relevés d'heures pour dire j'ai passé tant de temps à faire telle chose sur tel sujet, etc. Je vis ce que j'ai à vivre, et moi, tout va bien, très léger par rapport à ça. Voilà. Et puis j'introduis aussi, c'est aussi ma réalité d'aujourd'hui et qui prend de plus en plus cher, c'est de pouvoir promouvoir des logiques de dons, alors à la fois dans les entreprises et à la fois de façon assez générale, parce que je crois que, comme je disais en introduction, en fait, c'est la révolution du don qui nous fera basculer sur une autre logique, un autre système. Voilà. Ce qui fait la transition, du coup, pour vous donner quelques points de repère sur ces questions un peu d'économie du don ou de façon un peu plus macro. Quelques points de repère d'abord pour dire que le don, en fait, est omniprésent partout, sauf que nos indicateurs économiques n'en parlent pas et que ce n'est pas ça qu'on regarde. Mais le principe du vivant, et j'y reviendrai tout à l'heure, le principe du vivant, c'est le don. Et même dans nos relations humaines, si on retirait toute la dimension du don qui pétrit chacune de nos relations les uns aux autres, à commencer par la famille, mais bien au-delà, si on retirait tout ça, il resterait vraiment rien du tout, ou quasi rien, de ce qu'on appelle classiquement la production de richesse de la France. Le don est partout, et
beaucoup et très souvent invisible, mais même si on se disait il est invisible et on peut prendre conscience de sa présence, il y a quand même une partie visible du don. Je m'amusais à recalculer en fait l'équivalent du PIB qui est aujourd'hui vécu dans des postures de don. Déjà, les postures de don, pour moi, c'est quoi? C'est la générosité en France. Hein. Il y a presque 8 milliards d'euros tous les ans qui se donnent en générosité directe. 5 millions et demi de donateurs, des crowdfunding qui augmentent. Mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension des associations. On a un tissu, et je crois que la France est d'une grande richesse par rapport à ça, on a un tissu d'1,5 million associations. Ce qui représente, quand je fais le calcul, des 13 millions de bénévoles, des équivalents en équivalent temps plein, et que j'y affecte un coefficient de production si ça avait été valorisé, on est quasiment à 5% du PIB aujourd'hui en France, mais on n'en parle pas, 5% du PIB qui serait juste le temps valorisé de tout ce qu'on peut donner comme temps bénévole aux associations. Voilà. Et je ne compte pas tout ce qui ne se compte pas. Hein. Là, ce sont que les chiffres qui sont déclarés. 5% du PIB, pour vous le dire autrement, c'est 2 fois le PIB du secteur agricole. Voilà, ça commence à représenter. Puis si j'associe ou j'additionne à tout ça les chiffres de l'économie sociale et solidaire, qui est une autre façon de pouvoir s'inscrire dans des logiques plus complètes que les logiques marchandes, c'est presque 10% du PIB aujourd'hui qui est dans ces logiques de don. Alors, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, hein, qui essayent de modéliser par rapport à ces questions un peu macroéconomiques. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être 3 postures en fait au niveau du don. Une première posture qui est de dire, et ça je me fonde là-dessus sur tous les fondements du monde protestant d'il y a quelques siècles, et notamment avec Weber qui parle de la théorie des 2 royaumes, c'est-à-dire en fait c'est la notion du don qui est à côté, c'est-à-dire qu'il y a la logique marchande d'une part, et puis d'autre part, par effet de générosité, il y a le don que je peux donner à côté de ma logique économique marchande classique. Voilà, ça c'est une première notion, un premier niveau de don, et les chiffres que je vous ai parlé de la générosité, etc., s'inscrivent dans cette logique-là. Il y a une deuxième notion de don, ou un deuxième niveau d'articulation entre les logiques marchandes et les logiques de don, c'est le don intrinsèque. Le don intrinsèque, qu'est-ce que c'est? C'est finalement ce que sans doute peu ou prou certains d'entre nous pratiquons déjà, ce que l'économie sociale et solidaire peut pratiquer, et puisque un courant d'ailleurs qui s'appelle l'économie de communion, hein, qui existe depuis 40 ans, qui rassemble à peu près 1000 entrepreneurs dans le monde, ont vraiment revendiqué comme posture, c'est de dire à l'intérieur de l'acte marchand, j'y associe une posture de don. Et une posture de don, c'est une posture aussi de respect des parties prenantes. Donc, on peut le trouver dans toute la littérature qui parle de l'entreprise inclusive ou de l'internalisation de toutes les conséquences des actes économiques. C'est le fait de dire, dans mon prix et dans ma posture marchande, j'intègre le respect de mes salariés qui sont payés et rémunérés à hauteur de ce qu'il faut, j'intègre mes fournisseurs pour être dans une logique de respect de chacun, des équilibres, etc. C'est-à-dire, j'intègre dans le processus marchand le don comme étant vraiment le respect de toutes les parties prenantes. Voilà, ça c'est la deuxième posture, c'est le don qui est non plus à côté mais intrinsèquement à l'acte marchand. Et puis la troisième posture, et c'est celle-ci qui m'anime moi plus particulièrement, c'est de pouvoir dire c'est le don qui est la pierre angulaire du système de relations économiques. C'est-à-dire qu'on change les règles du jeu. Pour vous parler sous forme d'image, peut-être que vous avez entendu aussi de Pierre Rabhi, hein, cette métaphore de dire qu'aujourd'hui en gros, notre règle du jeu collectif et mondial, c'est un Monopoly géant dans lequel nous sommes, et que finalement, qu'on mette Mère Teresa et l'abbé Pierre en train de jouer au Monopoly, la partie elle se finira toujours de la même manière. C'est-à-dire ce sont les règles du jeu intrinsèques qui, quelles que soient les valeurs humaines et quelles que soient les postures intérieures et les intentions de tout à chacun, ce sont ces règles du jeu qui font qu'on arrive à des équilibres extrêmement forts entre les acteurs du jeu. Voilà, et donc mon propos, c'est de dire, plutôt que d'introduire du don à l'intérieur du Monopoly, ce qui pourrait revenir à dire, de temps en temps, on va aller supporter un joueur qui a un peu perdu d'argent, ou je ne vais pas lui faire payer tous les loyers lorsqu'il tombe sur ma case, ou que sais-je. Donc ça, c'est ces 2 postures que j'évoquais, du don à côté ou du don intrinsèque. Plutôt que de faire ça, on va changer les règles du jeu carrément, c'est-à-dire on va changer de jeu, et plutôt que de jouer au Monopoly, on va plutôt jouer au Lego ou au Minecraft, c'est-à-dire à construire ensemble avec des richesses apportées par chacun dans des postures de collaboration un monde différent.
Voilà. Et c'est ça que je porte particulièrement comme énergie, c'est de pouvoir, tout en honorant, favorisant, inscrivant la culture du don à travers déjà la générosité et l'acte intrinsèque, c'est aussi de pouvoir proposer des modèles de vie qui puissent être basés sur le don, c'est-à-dire que ce soit le don qui est la pierre angulaire de toutes nos relations. Pour moi, pour vous l'exprimer sous la forme d'une autre image, en fait, j'en suis venu à positionner et reconnaître le don comme étant la pierre angulaire de tout notre système par deux biais différents. Le premier, c'est mon engagement entrepreneurial et dans ces projets territoriaux et d'innovation sociale que j'ai pu porter. Finalement, je me suis toujours posé la question, même quand j'étais DRH, je me suis toujours posé la question de dire à quel endroit je peux dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le plus d'effets transformants possible. Et mon constat à l'échelle macro, c'est de dire, bon sang, qu'est-ce qu'on dépense comme énergie pour essayer de contrecarrer toutes les logiques de dysfonctionnement que génère à la base notre système de monopoly géant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dépense comme énergie entre la redistribution sociale, entre toutes les mesures d'accompagnement, d'insertion pour les exclus, de machin, de trucs, etc. Alors que si on pouvait remonter à la source ou à l'origine de tous ces engrenages-là et qu'on pouvait changer à cet endroit-là les logiques de fonctionnement, on dépenserait beaucoup moins d'énergie ensuite à rattraper ou à rééquilibrer les choses. Et pour vous signifier sous forme d'image, j'ai l'image un peu de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Je ne sais pas si vous voyez cette image de Charlie Chaplin à genoux ou accroché sur une roue d'engrenage avec tout ce que ça génère. Pour moi, en fait, la pile ou le premier tout petit engrenage qui génère ensuite tout avec une démultiplication mécanique de la force d'inertie que ça génère, de déséquilibre et de broyage. Pour moi, le plus petit engrenage ou la pile de tout le système, c'est la logique du don contre don, qui est culturellement, intrinsèquement, psychologiquement et spirituellement aujourd'hui la base de nos modes de relation les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est que le don contre don? C'est cette croyance qui est sans doute générée aussi par des logiques de peur versus logique d'amour que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette croyance qu'il nous faut à tout prix avoir une forme d'équilibre auprès de la personne à qui je donne quelque chose, parce que si elle ne me donne pas tout de suite, ici ce n'est pas le destinataire qui me donne une contrepartie tout de suite, je risque de manquer demain. Voilà. Autrement dit, par peur de manquer, en tout cas c'est les mots que je pose moi pour comprendre ça, par peur de manquer, ce que nous donnons, qui est la plus belle partie de nous-mêmes, et puis après ça revisitera plein d'autres questions, mais ce que nous donnons demande aujourd'hui dans notre système une contrepartie immédiate et bilatérale. Et on est donc dans quelque chose qui ressemble à un équilibre. C'est chouette, je te donne, tu me donnes une contrepartie, que ce soit de l'argent, un troc, peu importe, mais je te donne, tu me redonnes, ça ressemble à un équilibre. Et en vérité, cet équilibre-là est justement ce qui génère tous les déséquilibres, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques, géopolitiques, enfin voilà, tout ce qu'on connaît de notre monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour moi l'audace du don, c'est l'audace de croire que en acceptant un déséquilibre dans une relation bilatérale, ce sera précisément ça qui va générer un équilibre au niveau macro et au niveau d'un écosystème. Autrement dit, que je puisse accepter librement de donner tout ce que je suis, qui je suis, le meilleur de ce que je suis, et que je puisse dire, ceux à qui je donne, ce n'est peut-être pas ceux qui vont me redonner quelque chose, et ceux à qui je donne, ce ne sera peut-être pas non plus immédiatement que je vais obtenir ce qu'il me faut pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer à honorer ma mission de vie ou à donner le meilleur de moi-même. On m'a dit il y a deux déséquilibres. Il y a la question de l'échelle, on va dire, est-ce que c'est bilatéral ou est-ce que c'est un écosystème? Et puis il y a la question du temps, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard que je vais recevoir ce que j'ai à recevoir. Voilà. Et tout le principe du vivant, et du coup, je reviendrai sur le deuxième chemin qui m'a amené à la même conclusion que c'est le don, la pierre angulaire. Le premier chemin, c'est le chemin plutôt sociétal par rapport à tout ce que je vous ai décrit de plus petit engrenage qui génère tous nos dysfonctionnements. Le deuxième chemin, pour moi, est un chemin plus spirituel. C'est la compréhension que l'amour et le don, c'est quelque chose de très synonyme. C'est-à-dire que, en fait, au cœur du vivant, et le vivant en est un merveilleux témoin, tout est don.
Voilà. Tout est amour, tout est don, tout est grâce, tout est gratitude. En fait, toute la posture de la vie, c'est ça. Hein, vous imaginez, si je prends une image un peu facile, mais vous imaginez que si entre le soleil, les plantes et les animaux, il y avait à chaque fois une transaction pour dire si je te donne un peu de mon rayon de soleil, tu me redonnes un peu de ceci, un peu de cela, l'écosystème ne serait pas bien riche de cette biodiversité. C'est bien parce que les uns se donnent aux autres qui se donnent à d'autres encore, etc., que dans cette boucle et dans cette image circulaire d'un écosystème, l'équilibre global, et non pas seulement l'équilibre, mais aussi la profusion globale, arrive à se créer, et plutôt que de canaliser, tout restreindre dans des logiques extrêmement pauvres finalement, parce que notre système de relations économiques aujourd'hui est un système qui génère de la pauvreté, voilà, plutôt que de la création de richesse comme on le croit du PIB. Voilà, alors, je surveille d'un coin de l'heure le timing. Je vous avais promis plusieurs petites choses en termes d'apport. J'aurais quand même d'aborder, en troisième partie, ces grandes postures du don. Je vais peut-être juste les nommer, je n'entrerai pas plus dans le détail que ça, mais juste les nommer à quel endroit, pour moi, le parcours du don a été initiatique et pourquoi, enfin, à quel endroit, pour moi, la transformation de la société, et je reprendrai ton propos, Dominique, de un homme à la fois, c'est-à-dire à quel endroit, pour chacun d'entre nous, la posture du don peut être génératrice d'une transformation collective et personnelle. La première grande question, c'est cette question d'équilibre et déséquilibre que je viens d'évoquer. C'est de pouvoir reconnaître dans nos relations à quel moment je peux accepter ce déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et dans les deux sens. Donner, c'est presque plus facile que de recevoir. Hein, j'ai envie de dire presque plus facile. Après, quand on rentre en conscience de ce que je peux attendre, ne serait-ce que les merci que j'attends et qui ne viennent pas éventuellement, ou ce que je peux attendre dans des notions de… vous savez, on est dans nos relations finalement, enfin en tout cas je me suis aperçu pour moi, et je crois que c'est un sport collectif qu'on mène là, on est dans des relations où on calcule malgré nous ce qu'on attend de l'autre. Voilà. Et si on n'attend pas quelque chose de financier ou de matériel, on peut attendre de la reconnaissance, on peut attendre de la gratitude, on peut attendre un service rendu pour un service prêté, etc. Et regardez d'ailleurs comme les expressions populaires, quand on invite quelqu'un par exemple au resto ou chez soi, et puis qu'on se quitte en disant bon, la prochaine fois, à charge de revanche, quel joli mot que pour exprimer en fait des logiques qui ne sont pas des logiques d'abondance et de don. Voilà. Donc, repérer dans nos relations intrinsèques avec les autres, comment je suis effectivement en capacité de donner sans rien attendre et comment je suis en capacité également de recevoir sans me sentir en dette vis-à-vis de l'autre. Voilà. Nos structures de société, nos structures économiques, je ne vais pas le détailler, mais ce sera un sujet à part entière à déployer et à regarder. Nos structures de société ne sont pour moi que les échos de nos structures psychologiques et spirituelles qui sont basées sur les notions de dette, de culpabilité, d'équilibre qu'on cherche à redonner d'une façon ou d'une autre, alors que le don et le pardon sont des puissances et des énergies extrêmement génératrices de vraies richesses. Voilà, notion d'équilibre et déséquilibre, notion de confiance ou de peur. Je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est un vrai choix, c'est un vrai postulat de dire à tout moment, et ça peut être pour la maison laissée ouverte ou la voiture ou que sais-je, à tout moment, c'est de revenir à ce choix. Est-ce que je fais confiance que la vie prendra soin de moi ou que voilà, mon entourage ou les événements seront à chaque moment au rendez-vous pour pouvoir honorer et me donner ce dont j'ai besoin pour aller au bout de qui je suis. Donc cette posture de confiance versus la peur de manquer. Et en ce qui me concerne aussi, la peur de manquer, je l'ai rencontrée sur une notion très ténue et très subtile, et qui est la peur de manquer à mes devoirs, et notamment à mes devoirs de père. Quand je disais, je fais le choix de basculer dans la logique de don avec 4 gamins en études supérieures ou presque, et moi qui suis le seul, j'ai envie de dire, pourvoyeur de leurs besoins. Il y a quelques petites voix qui m'ont rappelé dans mon entourage, mais qu'est-ce que tu fais de ton devoir de père, mais tes pauvres gosses, mais machin, mais mes trucs, etc. Et donc ça a été pour moi aussi de rencontrer toute cette logique de dette et de devoir voilà, dans mes logiciels, j'ai envie de dire, intérieurs, et de pouvoir en prendre conscience, et pouvoir les rencontrer, les traverser, les transformer, et puis du coup aussi passer, c'est juste pour terminer sur cette question de paternité,
J'ai rencontré un héritage qui était le mien, qui me faisait croire que être père, c'était être patriarche, c'est-à-dire celui qui pourvoit à donner une stabilité, un héritage, un lieu, une maison, enfin voilà, toute la solidité qui va bien. Et quand j'ai pris conscience que je pouvais être père, non pas en qualité de patriarche, qui était une figure dont j'avais hérité, mais en qualité de capitaine de gondole, c'est comme ça que je me suis autoproclamé, c'est-à-dire en capacité à pouvoir offrir la sérendipité, la fluidité, le mouvement et la danse avec la vie. Voilà, j'ai rencontré quelque chose que je pouvais offrir, du coup, de renouveler à mes enfants. Voilà, ça c'est la question de la confiance ou la peur de manquer. Ensuite, troisième grande question, c'est la question de la gratitude. Vous savez, nous sommes prompts à dire souvent merci. Je vais peut-être juste faire un petit développement sur ce mot merci, qui m'a toujours gêné. Le mot merci m'a toujours gêné parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ping-pong. Hein, c'est quelqu'un me donne quelque chose, hop, je dis merci, et puis je clôt la relation par rapport à ça. Et plutôt que de dire merci, je préfère en fait témoigner de la joie que ce que je reçois à travers l'autre va pouvoir me procurer et dans quelle énergie, dans quel courant ça peut s'inscrire. Et quand j'ai refait une petite recherche étymologique du mot merci, j'ai compris encore plus à quel point ce mot-là me gênait. Parce que merci, c'est la même origine que mercenaire et que les logiques marchandes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, effectivement, don contre don à travers ce qui se dit dans le merci, quelque chose de l'ordre de la logique marchande qui, plutôt que de recevoir, renvoie tout de suite à l'expéditeur, clôt la relation ici. On a l'impression qu'on est quitte quand on dit merci. Et pour jouer sur les mots, je pense qu'en disant merci, on quitte une forme d'abondance dans la relation. Voilà, l'abondance, c'est le mot aussi que j'évoquerai. Et promis, Dominique, après, j'évoque juste des têtes de chapitre et comme ça va tous vous frustrer parce que je ne vais pas les développer. Mais pour moi, c'est qui se joue aussi en termes de rencontre avec soi-même et en termes de postures qui peuvent se renouveler. C'est la question qui est liée à l'abondance ou la rareté. Le don, pour moi, c'est un triptyque. C'est le don, l'abandon pour la confiance que j'évoquais, et puis l'abondance. C'est-à-dire que pour moi, tout va de pair. Notre logique d'aujourd'hui est une logique, le système économique, l'argent, tel qu'il est construit aujourd'hui, est sur une logique de rareté. Et c'est précisément cette logique de rareté, parce qu'on croit que ce qui est rare est précieux et qu'on a donné de la valeur à ça. C'est cette logique de rareté qui est aujourd'hui aussi à l'origine de tous nos dysfonctionnements, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient relationnels. Et donc, faire le choix du don, c'est faire le choix de l'abondance. Voilà. Jean-François Noubel, à qui j'emprunte cette expression, parle de faire vœu de richesse. Voilà, moi, je fais vœu d'abondance, en fait, hein, dans cette logique de don, parce que ça va de pair, et c'est surtout pas un sacrifice, c'est surtout pas une renonciation, c'est surtout pas une diminution de quoi que ce soit, c'est au contraire une expansion et épouser le mouvement de la vie qui fait que l'abondance peut être générée pour soi-même et pour les autres. Voilà. Et puis les têtes de chapitre, tous les autres sujets qui sont magnifiques à aborder à travers le don, c'est la question de la propriété. C'est la question, donc propriété versus recevoir et être gardien, responsable de quelque chose qui ne nous appartient pas, que ce soit sur les biens matériels ou que ce soit sur ce qu'on construit et ce qu'on façonne soi-même. C'est la question du travail qui, en tant que RH, continue à me poser question. La question du travail qui est pour moi, voilà, tout sauf quelque chose qui part du don, c'est-à-dire du talent intrinsèque de chacun, qui est mis au service d'un projet collectif. Et donc, demain, de réinventer le travail dans la notion de contribution, et je n'ai pas trouvé de mot encore tout à fait satisfaisant pour remplacer le mot travail, c'est-à-dire la capacité qu'on a à travailler à partir de nos talents, c'est-à-dire à mettre ensemble, à façonner, à faire œuvre commune, à partir de qui je suis, non pas à partir d'une feuille de poste un peu carrée à mon goût, quoi. Voilà. Et donc, ça, pour moi, ça revisite les notions de travail, ça revisite les questions de salaire ou de reconnaissance, ça revisite les questions de logique de sécurité ou de liberté, de conformité ou de singularité, de compétition, de coopération. Enfin, voilà, c'est tous ces têtes de chapitre-là que je n'aborderai pas tout de suite, mais qui sont pour moi, du coup, des conséquences ou des prolongations ou des chemins d'initiation pour aller rencontrer cette posture du don. Voilà, pour vous donner, en essayant de respecter au mieux le timing souhaité. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser peut-être maintenant un peu d'interaction et puis vous proposer peut-être de continuer à voyager dans les petits groupes selon ce que toi, Dominique, à qui je redonne la main,
tu souhaiteras.